Ceci est le port de Los Angeles, l'un des ports les plus fréquentés des États-Unis. Des porte-conteneurs venus de Chine y arrivent en continu, 24 heures sur 24, transportant des appareils électroniques, des vêtements, des meubles et des milliers d'autres marchandises. Mais que devient tous ces conteneurs une fois déchargés? Regardons la carte. C'est le même port. Les conteneurs sont empilés partout. Mais une grande partie d'entre eux reste vide depuis longtemps. Cet endroit est en réalité devenu une sorte de cimetière de conteneurs vides dont personne n'a besoin. Alors pourquoi les États-Unis détruisent-ils ces boîtes alors qu'ils pourraient simplement économiser de l'argent et les renvoyer? Et est-il vrai qu'ils ne sont vraiment plus utilisés? Voyons cela. Pour comprendre l'absurdité de cette situation, il faut d'abord réaliser à quel point un conteneur maritime est précieux et fiable. Résistant à la corrosion, n'est pas atmosphérique, simplement une boîte métallique. C'est l'ossature en acier du commerce mondial. Un conteneur standard de 20 pieds pèse plus de 2 tonnes, même lorsqu'il est vide. Cet acier supporte les embruns salés de la mer, la chaleur intense du soleil et les changements brusques de température. Un conteneur est conçu pour supporter des charges énormes. Ils sont empilés, les uns sur les autres en colonnes impressionnantes sur les navires, et celui du bas peut supporter sans difficulté le poids de dizaines d'autres au-dessus de lui. Encore plus impressionnant, même dans des conditions extrêmes, ces géants peuvent durer entre 15 et 20 ans. La majorité des biens que nous considérons comme ordinaires passent par ces boîtes: téléphones, chaussures, vêtements, appareils électroniques, articles de cuisine, tout cela arrive souvent en magasin à l'intérieur d'un conteneur. Selon une statistique du World Shipping Council, environ 90 des produits achetés dans le monde sont transportés par voie maritime à un moment donné. Sans les conteneurs, toute la chaîne logistique mondiale s'effondrerait. C'est ici que le paradoxe devient évident. Comment les États-Unis peuvent-ils simplement se débarrasser d'un objet aussi utile? Le problème commence avec la macroéconomie, plus précisément avec le déséquilibre commercial massif entre les États-Unis et la Chine. Les routes commerciales entre les deux pays ne sont pas vraiment bidirectionnelles. Elles ressemblent plutôt à une rue à sens unique. Les États-Unis sont la plus grande société de consommation au monde. Chaque jour, d'immenses navires quittent les ports chinois comme Shanghai et Ningbo, chargés d'électronique, de vêtements, d'électroménager et d'autres biens. La Chine exporte bien plus vers l'Amérique qu'elle n'importe en retour. Lorsqu'un porte-conteneur arrive au port de Los Angeles, il décharge des milliers de conteneurs pleins. Mais ensuite se pose un problème: pour éviter que le navire ne reparte vide vers la Chine, il faut le recharger. Or, les États-Unis n'ont pas un volume équivalent de marchandises physiques à exporter vers l'Asie. L'Amérique exporte surtout des services, des logiciels, de la propriété intellectuelle et de la finance, mais rien de tout cela ne peut être mis dans un conteneur en acier. Il en résulte une sorte d'embouteillage logistique. Et dans certains endroits, cela devient très visible. Ce problème est particulièrement présent sur la côte ouest des États-Unis, notamment dans les ports de Los Angeles et de Long Beach. Quand plus de marchandises entrent qu'il n'en sort, la zone portuaire ressemble de moins en moins à un hub logistique et de plus en plus à un entrepôt de boîtes métalliques. Selon une étude sur la logistique des conteneurs vides en Californie du Sud, à certaines périodes, le trafic entrant était environ 2,5 à 2,7 fois supérieur au trafic sortant. En termes simples, 10 conteneurs arrivent, mais seulement environ 4 repartent pleins. Les autres repartent vides ou restent en attente. Au port de Savannah, par exemple, après une forte augmentation des importations asiatiques, d'énormes volumes de conteneurs vides ont commencé à s'accumuler. Faute de marchandises d'exportation pour les remplir, une situation similaire s'est produite au port de Houston. Après le déchargement des marchandises asiatiques, les conteneurs restaient parfois des semaines près des terminaux ferroviaires et des zones logistiques, transformant certains sites en véritables cimetières de conteneurs vides. Ce problème est devenu encore plus visible dans les zones intérieures des États-Unis, notamment en Californie, au Texas et autour des grands hubs ferroviaires.
Les conteneurs s'y accumulent non pas comme partie d'un flux actif, mais comme excédent sans destination. Ils sont stockés temporairement sur d'anciens parkings, des sites industriels ou des zones de réserve. Vues du ciel, certaines de ces zones ressemblent à des quartiers entiers, sauf qu'au lieu de maisons, il y a des milliers de boîtes métalliques identiques. Alors pourquoi ne pas simplement les renvoyer en Chine? C'est ici qu'intervient le paradoxe central de la logistique moderne, les mathématiques implacables. Renvoyer un conteneur vide à travers le Pacifique n'est pas gratuit. Il faut des grues portuaires, des travailleurs, des frais de manutention. De plus, un conteneur vide occupe de l'espace sur un navire, espace qui pourrait être utilisé pour une cargaison payante. En moyenne, transporter de l'air dans une boîte métallique coûte environ $3 000 à une compagnie maritime. Sans compter les frais d'exploitation et les pertes d'opportunités. De l'autre côté du Pacifique, 95 des conteneurs neufs dans le monde sont fabriqués en Chine. D'immenses entreprises produisent ces boîtes en continu. Grâce au faible coût de l'acier, au soutien gouvernemental et aux économies d'échelle, le coût de fabrication d'un conteneur neuf est tombé à environ $2 000 à $2 200. Le calcul devient alors simple. Pourquoi dépenser $3 000 pour renvoyer un vieux conteneur usé, alors qu'il est moins cher d'en acheter un neuf en Chine? Ainsi, de nombreux conteneurs sont simplement retirés des comptes, vendus sur le marché intérieur américain à bas prix, souvent entre $1 000 et $1 500. Et ainsi, une unité de transport parfaite devient un produit jetable. Mais voici le paradoxe. Il existe en réalité des personnes aux États-Unis qui pourraient vraiment avoir besoin de ces conteneurs pour expédier leurs marchandises. Les agriculteurs américains, surtout dans les États du centre, se plaignent depuis longtemps d'une situation assez étrange. Le pays est pratiquement submergé de conteneurs vides. Pourtant, il reste difficile d'en obtenir pour exporter leurs propres produits. Pour les producteurs agricoles, un conteneur n'est pas seulement une boîte métallique. C'est un moyen de vendre du soja, du maïs, du coton, de la viande ou des cultures fourragères directement vers l'Asie, sans attendre une place sur des vraquiers. Par moments, la situation devient presque absurde. En Californie, d'immenses champs de conteneurs vides se trouvaient près des ports, tandis que des agriculteurs, loin à l'intérieur des terres, ne pouvaient pas obtenir de conteneurs pour exporter leurs récoltes. Certaines coopératives disaient devoir réserver des conteneurs des mois à l'avance, et dans certains cas, les commandes étaient même annulées. Les exportateurs de soja ont été particulièrement touchés. La Chine reste l'un des plus grands acheteurs de produits agricoles américains, et le transport par conteneur était crucial pour de nombreuses expéditions. Mais pour les compagnies maritimes, il s'est avéré plus rentable de ne pas attendre que les marchandises américaines soient chargées. La raison est purement économique. D'abord, le conteneur doit être transporté sur des milliers de kilomètres depuis la côte vers l'intérieur des terres par train ou camion. Ensuite, il doit attendre d'être chargé avec des céréales ou d'autres produits. Après cela, il doit être ramené jusqu'à l'océan. Tout cela prend du temps, consomme du carburant, mobilise les capacités ferroviaires et crée le risque que le conteneur manque son prochain départ vers l'Asie. Au final, il s'est avéré bien plus rentable d'éviter tous ces coûts et de laisser simplement le conteneur vide. Mais on ne pense pas que les conteneurs vides ne servent absolument à rien, n'est-ce pas? Par exemple, ils pourraient être fondus. L'acier est évidemment très précieux. Techniquement, refondre un ancien conteneur maritime nécessite environ 90 d'énergie en moins que de produire la même quantité d'acier à partir de minerais vierges. Cela ressemble à un exemple parfait de recyclage des matériaux. Alors, comment les États-Unis gèrent-ils cela? Pour commencer, un conteneur maritime n'est pas simplement une grande boîte en fer. Dans de nombreux cas, avant d'être correctement recyclé, il doit être démonté, nettoyé et rendu sûr à manipuler. Beaucoup de conteneurs ont de solides planchers en bois à l'intérieur. Pendant des décennies, ces planchers ont été traités avec des produits chimiques pour les protéger des insectes et des champignons. Sinon, des insectes, des moisissures et des colonies entières de parasites auraient traversé les océans avec la cargaison. Dans les conteneurs plus anciens, on peut encore trouver des traces d'insecticides,
d'huile et de résidus chimiques provenant des marchandises qui l'ont transporté. En plus de cela, le métal est recouvert de plusieurs couches de peinture industrielle contenant des métaux lourds. Donc, avant de pouvoir être démontés et fondus aux États-Unis, les conteneurs doivent d'abord passer par un processus de nettoyage important. Cela implique des inspections, le retrait des planchers, le tri des déchets, l'élimination des matériaux toxiques, et les travailleurs doivent porter des masques. Utiliser des systèmes de ventilation, avoir des assurances, suivre des protocoles de sécurité et disposer de sites spéciaux pour stocker les déchets dangereux. Et c'est là que cela devient intéressant. Tout cela coûte plus cher que ce que l'on peut ensuite gagner en vendant la ferraille. C'est pourquoi des industries, comme le démantèlement de navires et le recyclage de grandes structures métalliques, ont presque complètement quitté les pays développés. Aujourd'hui, les principaux cimetières de navires se trouvent dans des pays comme l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan. Les énormes navires sont littéralement échoués sur la plage à marée haute, puis des milliers de personnes passent des semaines à les découper à la main. Souvent sans protection adéquate, entourés de fumée toxique, de fioul et d'amiante. L'exemple le plus connu se trouve en Inde. On appelle parfois cet endroit la plage de la mort. Imaginez des dizaines de géants rouillés échoués sur le sable. Des ouvriers munis de chalumeaux montent sur les coques sans harnais de sécurité, retirent le métal à la main tandis que la fumée. L'huile et des produits chimiques lourds s'infiltrent directement dans l'eau autour d'eux. Mais économiquement, le système fonctionne. Un travailleur peut être payé seulement quelques dollars par journée. Et même avec des méthodes de recyclage aussi rudimentaires, les propriétaires réalisent toujours un profit. Maintenant, si on déplace cette même opération aux États-Unis, un travailleur doit être payé 30 ou 40 dollars de l'heure, plus l'assurance, plus la couverture médicale. Plus les systèmes de filtration et de traitement, plus les licences, plus les amendes environnementales pour la moindre infraction. Au final, un vieux conteneur cesse d'être une source de métal et devient un problème coûteux que l'on veut simplement éliminer pour le moins d'argent possible. Et cela crée une situation assez absurde. L'Amérique est l'un des leaders mondiaux en nombre de conteneurs accumulés, mais c'est aussi l'un des pays où leur recyclage est le plus coûteux. Parfois, il est vraiment plus simple pour un conteneur de rester rouillé pendant 10 ans dans un coin de port que d'être envoyé à la fonte. Et cela nous amène à une autre raison pour laquelle beaucoup de gens ne se soucient pas vraiment de ce qu'il advient de ces boîtes en acier. Quand on voit un conteneur avec le logo d'une grande compagnie maritime, on suppose naturellement que la compagnie en est propriétaire. En réalité, ce n'est souvent pas le cas. Environ 50 de tous les conteneurs maritimes dans le monde ne sont pas détenus par des géants du transport, mais par des sociétés de leasing spécialisées comme Triton International ou Textainer. Les compagnies maritimes se contentent souvent de louer ces conteneurs. Imaginez ceci, un contrat de location d'un conteneur expire alors que celui-ci se trouve quelque part au cellulaire des États-Unis, par exemple à Chicago. Selon le contrat, la société est censée le retourner au propriétaire en Asie. Mais le renvoyer là-bas est coûteux. Il peut être moins cher de simplement payer une pénalité à la société de leasing ou de résilier le contrat plus tôt et de laisser le conteneur aux États-Unis. Le propriétaire encaisse les frais et met le conteneur en vente sur un marché quelconque. En conséquence, ce système faussé de conteneurs jetables a fonctionné pendant des années. Mais récemment, le monde a vu à quel point cet équilibre fragile pouvait s'effondrer facilement. On parle ici des leçons de la crise logistique de 2021. Pendant la pandémie de coronavirus, lorsque les Américains étaient confinés chez eux, ils ont commencé à acheter des marchandises en provenance de Chine en quantité presque absurde. Les conteneurs affluaient vers les États-Unis dans un flux continu. Mais à cause du manque de dockers et de chauffeurs routiers, ils se sont retrouvés bloqués sur place comme une charge morte. Pendant ce temps, la Chine faisait face à une pénurie extrême de conteneurs vides. En conséquence, le coût d'expédition d'un seul conteneur est passé du prix habituel d'environ 2 000 $ à plus de 20 000 $. À ce moment-là, les vieux conteneurs sont soudain devenus aussi précieux que de l'or. Aux États-Unis, un marché parallèle entier de vieux conteneurs s'est développé.
Les entreprises, qui auparavant les louaient pour stocker des outils ou les considéraient comme de simples déchets, ont commencé à les revendre massivement aux transporteurs asiatiques. Les entreprises logistiques américaines cherchaient littéralement des conteneurs vides à travers tout le pays. Des terminaux ferroviaires aux entrepôts abandonnés. Certains conteneurs, achetés autrefois pour de 1 500 à 3 000 $, étaient désormais revendus à la Chine pour 6 000 à 8 000 $. Simplement parce que les boîtes vides étaient devenues rares. Dans ce contexte, le transport ferroviaire intérieur aux États-Unis a fortement augmenté. Les entreprises ont commencé à déplacer en urgence les conteneurs vides depuis les États intérieurs vers les ports de Californie. Avant cela, les chemins de fer gagnaient surtout de l'argent avec les conteneurs chargés. Désormais, des milliers de caisses métalliques étaient transportées à travers tout le pays, essentiellement remplies uniquement d'air. Tout était fait pour renvoyer les conteneurs en Chine le plus rapidement possible, car chaque boîte y générait d'énormes profits pour les compagnies maritimes. Les transporteurs maritimes sont également devenus beaucoup plus actifs. Ils ont commencé à annuler certaines réservations d'exportation de produits américains, car il était plus rentable de renvoyer les conteneurs vides directement en Asie. De nombreux exportateurs agricoles américains se sont plaints de ne pas pouvoir expédier du soja, du maïs et du coton. Car les compagnies refusaient d'attendre le chargement des conteneurs. Pour les transporteurs, un conteneur vide renvoyé rapidement en Chine était plus rentable qu'un conteneur lentement rempli de produits américains. Cela a même poussé des associations agricoles américaines à réagir publiquement. L'Association nationale des producteurs et exportateurs agricoles a accusé les compagnies maritimes d'abandonner les exportations américaines au profit de profits plus élevés sur les routes asiatiques. Dans certains ports, des conteneurs remplis de produits agricoles américains restaient bloqués pendant des semaines, tandis que les conteneurs vides repartaient vers le Pacifique. Parallèlement, le marché de la fabrication de conteneurs en Amérique du Nord-Est est devenu beaucoup plus actif. Des entreprises américaines et mexicaines ont commencé à envisager la création de leur propre ligne de production. Car presque tous les conteneurs maritimes sont fabriqués en Chine. Avant la crise, personne ne s'en préoccupait vraiment. Mais après la hausse des prix, il est devenu évident que le monde entier dépendait littéralement de quelques usines chinoises. Mais ce qui est encore plus surprenant dans le monde des conteneurs, c'est qu'ils ont des proches traités avec beaucoup plus de soin aux États-Unis et ailleurs. Ce sont les conteneurs réfrigérés qui ne sont jamais simplement abandonnés. Un conteneur standard est juste une boîte métallique, mais un conteneur frigorifique est en réalité un petit réfrigérateur industriel valant autant qu'une voiture correcte. Un nouveau conteneur réfrigéré peut coûter entre 15 000 et 30 000 $. Et la majeure partie du prix ne vient pas du métal. À l'extérieur, il ressemble presque aux autres, même forme rectangulaire, même dimension, même système de verrouillage. Mais à l'intérieur, c'est un monde totalement différent. À une extrémité, il y a une unité de réfrigération complète avec compresseur, ventilateur et système de contrôle de température. Les parois sont remplies d'une épaisse couche d'isolation. À l'intérieur, des capteurs surveillent l'humidité, la température et la circulation de l'air. De nombreux modèles sont connectés à un suivi par satellite et GPS, permettant aux propriétaires de voir en temps réel ce qui se passe avec la cargaison au milieu de l'océan Pacifique. Et ce n'est pas un luxe. La marchandise transportée est souvent si précieuse qu'un simple changement de quelques degrés peut détruire des biens valant des millions de dollars. Les bananes, par exemple, nécessitent une température spécifique, la viande une autre. Et les vaccins doivent être transportés dans des conditions quasi stériles, avec un contrôle thermique extrêmement strict. Certains produits pharmaceutiques doivent rester dans une plage de température stable tout au long du voyage, par exemple strictement entre 2 et 8 C. Si le système tombe en panne même quelques heures, toute la cargaison peut être détruite. C'est pourquoi les conteneurs réfrigérés sont traités très différemment. Ils ne restent jamais abandonnés dans un port. Ils sont constamment inspectés, entretenus et réparés. Après chaque voyage, ils subissent une désinfection, des diagnostics du compresseur,
le remplacement des filtres et des tests électroniques. Et le plus intéressant, c'est que les compagnies maritimes acceptent parfaitement d'envoyer ces conteneurs à travers l'océan complètement vide. Simplement pour les ramener là où ils seront nécessaires. Imaginez une scène qui paraît absurde au premier regard, des conteneurs ordinaires rouillent par milliers près des ports américains, car leur retour n'est pas rentable. Et juste à côté, des navires transportent des conteneurs réfrigérés vides vers l'Asie, en dépensant du carburant, de l'espace et de l'électricité pour maintenir leurs systèmes en marche. Car perdre un de ces conteneurs représente une dépense importante. En réalité, même lorsqu'ils sont transportés vides, les conteneurs réfrigérés restent souvent branchés à l'alimentation électrique. Les unités de refroidissement doivent rester opérationnelles. Leurs systèmes doivent être démarrés régulièrement et leurs composants électroniques ne peuvent pas simplement être laissés sans surveillance. En réalité, ils ne sont plus de simples conteneurs. Ils sont devenus du matériel technique. Mais revenons aux conteneurs ordinaires. N'y a-t-il vraiment aucune utilité pour eux une fois leur fonction initiale abandonnée? En réalité, lorsqu'ils ne sont plus destinés à reprendre le rôle pour lequel ils ont été conçus, les conteneurs sont souvent transformés en quelque chose de totalement différent. C'est ainsi qu'a émergé tout un domaine appelé l'architecture en cargo, c'est-à-dire une architecture construite à partir de conteneurs maritimes. Aux États-Unis, ce marché se distingue particulièrement là où il existe une demande pour des constructions rapides, peu coûteuses et un minimum original. L'un des exemples les plus connus est celui de Freight Farm. Cette entreprise construit des fermes hydroponiques de haute technologie à l'intérieur de conteneurs maritimes. Selon elle, une seule unité occupe environ 320 pieds carrés et peut produire un rendement annuel comparable à 5 à 5 acres de terres agricoles. Ces unités sont installées là où un champ traditionnel serait impossible, près de magasins sur des terrains vacants, à proximité de centres éducatifs ou au séjour de zones urbaines denses. À ce stade, le conteneur n'est plus un déchet, mais une mini-usine de production alimentaire. Il existe d'autres exemples marquants aux États-Unis. À New York, le studio LOTK conçoit depuis de nombreuses années des bâtiments à partir de conteneurs. Leurs projets incluent notamment le Whitney Art Studio et le Cube Socrate, où des conteneurs ont été transformés en espaces d'exposition et en lieux publics. À Brooklyn, ils ont également développé des projets résidentiels comme la Carol House, dans laquelle des conteneurs font partie d'une grande maison familiale. Il ne s'agit plus d'une expérience temporaire, mais d'une véritable architecture qui utilise la forme rigide du conteneur comme module de construction. Il existe aussi des solutions plus originales. À Phoenix, l'entreprise Steel Spock fabrique des modules résidentiels et temporaires à base de conteneurs, incluant des abris compacts équipés de panneaux solaires et conçus pour un assemblage rapide. Ces projets n'ont pas été créés uniquement pour l'esthétique, ils existent parce que le conteneur est déjà disponible, solide et facilement adaptable à des usages spécifiques. Mais cette utilisation des conteneurs ne se limite pas aux États-Unis. En Angola, par exemple, DP World a transformé un conteneur en bibliothèque communautaire, déplacé près du port vers le district de Vienna. En Indonésie, une bibliothèque a également été assemblée à partir de 8 conteneurs. Plus largement, des architectes du monde entier utilisent ces structures pour des écoles, des galeries, des commerces ou des logements temporaires. Dans certains cas, les conteneurs sont même devenus les éléments de base de structures exceptionnelles. À Doha, au Qatar, le stade 974 a été construit spécialement pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Son nom fait référence à la fois au nombre exact de conteneurs utilisés dans sa construction et à l'indicatif téléphonique international du Qatar. Plutôt que de construire un monument coûteux susceptible de rester inutilisé après le tournoi, les ingénieurs ont créé une structure géante pouvant accueillir 40 000 spectateurs. Les blocs d'acier colorés ne servaient pas uniquement de façade, ils formaient la structure des tribunes, des escaliers et même des sanitaires, créant une esthétique industrielle distinctive au bord de l'eau. Les conteneurs ont également permis d'éviter un système de climatisation complexe,
indispensable dans d'autres stades au Qatar. Les espaces entre les blocs et la proximité de la mer ont assuré une ventilation naturelle, maintenant une température confortable pour les spectateurs. Et malgré tout cela, ce design a permis au stade 974 de devenir le premier stade entièrement démontable de cette envergure au monde. Peu après la fin du tournoi, il a commencé à être démonté afin que ces éléments puissent être envoyés vers des pays ayant besoin d'infrastructures sportives ou recyclés pour d'autres usages. Cependant, aux États-Unis, il n'existe encore aucun projet de cette ampleur. Le constat est simple, les conteneurs en acier, aussi impressionnants soient-ils, sont souvent abandonnés pour des raisons économiques. Et à moins qu'une nouvelle crise majeure n'apparaisse, cette tendance devrait se poursuivre. D'une certaine manière, c'est une mauvaise nouvelle. Mais au moins, les amateurs de maisons en conteneurs y trouvent leur compte.